Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la Polestar 4. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Après la 1, hybride rechargeable, la 2, 100% électrique avec laquelle je roule d'ailleurs depuis 2021, la 3 qu'on essaiera bientôt sur Charging Station, et bien voici la Polestar 4 qui est tout simplement le 4e modèle proposé par la marque Polestar. Se présentant comme un SUV coupé du segment D à l'allure plutôt originale, on verra pourquoi dans un instant, la Polestar 4 a pour lourde mission de booster les ventes de la marque Polestar en proposant une ligne séduisante, mais pas que. Alors la Polestar 4 peut-elle y parvenir? Quelles sont les qualités mais également les faiblesses de cette nouveauté tant attendue? Et bien pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée, mais bien pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien, dans la vraie vie. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, eh bien faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera évidemment la semaine prochaine. Un essai que vous attendez, j'en suis certain. Après l'essai du Countryman de nouvelle génération, eh bien ce sera l'essai de sa petite sœur, la nouvelle Mini Cooper équipée du même intérieur que j'adore personnellement. Alors que vaut-elle sur la route? Est-elle aussi sympa à conduire que son grand frère, le Mini Countryman? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous la semaine prochaine. D'abord, dans quelques jours avec la vidéo premier trajet, et puis dans une semaine environ avec le grand essai électrisant. Avant ça, je vous proposerai également une vidéo découverte d'un petit véhicule, ma foi, fort sympathique. Il s'agira de la Microlino, dont la ligne rappellera certainement quelques souvenirs aux plus anciens d'entre vous. Voilà, c'est parti. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Vous voulez en savoir plus sur cette Polestar 4? Eh bien, je vous dis tout. Maintenant, place à l'essai. À l'extérieur, la Polestar 4, elle ne ressemble à aucune autre, et pour cause, l'absence de vitre arrière lui donne un look très singulier. La rétrovision est donc assurée par un rétroviseur caméra d'une diagonale de 8,9 pouces, une caméra HD de 2,5 mégapixels positionnée très haut, ce qui devrait garantir une bonne visibilité par tous les temps. On en reparlera sur la route. La voiture est plutôt haute sur pattes, tout en étant très élancée et plutôt large. Son allure est résolument sportive, mais avec ce profil de coupé, l'espace à l'intérieur est-il préservé, et notamment aux places arrière? La réponse dans quelques minutes. À l'extérieur, toujours, on remarque des rétroviseurs sans encadrement, comme sur la Polestar 2, et des poignées rétractables. Tout ça, évidemment, au service de l'aérodynamisme. Des rétroviseurs sans encadrement, c'est un coefficient de traînée 30% plus favorable. En option, notez que les éléments gris en partie basse peuvent être peints dans la couleur de la carrosserie. Les autocollants au bas des portières, eux, sont toujours bien là, comme sur la Polestar 2. Ils permettent d'identifier la configuration, puissance et batterie. Enfin, 6 couleurs sont disponibles: Magnésium sans supplément, Space, Gold, Snow et les 2 nouvelles couleurs, Storm et Electron. Les dimensions de la Polestar 4, sa longueur c'est 4,84 m, sa largeur 2,14 m avec les rétroviseurs, sa hauteur 1,54 m et son empattement, distance entre les roues arrière et les roues avant, il est gigantesque, c'est 3 mètres, voilà qui est de bon augure pour l'espace à l'intérieur et notamment aux places arrière. On va découvrir ça dans un instant. Et vous, que pensez-vous de l'extérieur de cette Polestar 4 et évidemment de l'absence de vitre arrière, qui est un élément qui peut être clivant? On aime ou on déteste? Dites-le moi dans les commentaires. La plateforme technique qui accueille cette voiture, eh bien, c'est la plateforme SEA du groupe chinois Geely, auquel appartient la marque Polestar, tout comme d'ailleurs Volvo, Lotus, Lynk & Co ou encore les taxis londoniens LEVC. L'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est dédiée au 100% électrique. Il n'y a pas de motorisation thermique sur cette plateforme SEA, contrairement à la Polestar 2, ce qui fait que sur la Polestar 2, par exemple, on n'a pas beaucoup de place à l'arrière, moins en tout cas que sur les voitures équipées d'une plateforme dédiée au 100% électrique. On a pu maximiser l'espace
places dédiées à l'habitacle. Alors, deux versions sont proposées. La version single moteur avec, comme son nom l'indique, eh bien, un seul moteur, un moteur PMSM, donc synchrone à aimant permanent situé à l'arrière. C'est donc une propulsion. La puissance, c'est 200 kW pour 272 chevaux, un 0 à 100 qui est abattu en 7 secondes et un dixième, et un couple de 343 Nm. Et puis, cette version a 4 roues motrices et donc deux moteurs PMSM, un paressieux, un à l'avant et un à l'arrière. Puissance totale disponible 544 chevaux, un 0 à 100 qui est abattu en 3 secondes et 8 dixièmes, et un couple juste le double de celui proposé par la version single motor, c'est-à-dire qu'on passe de 343 à 686. Dans les deux cas, la vitesse maximale est de 200 km/h. Notez que sur cette version à 4 roues motrices, eh bien, le moteur avant est découplé du système quand il n'est pas sollicité, ceci afin de faire baisser la consommation évidemment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, eh bien, même cette version à 4 roues motrices, c'est plutôt une propulsion. Sous le plancher, entre les 4 roues, eh bien, on va retrouver la batterie haute tension qui équipe cette Polestar 4, une batterie fournie par CATL qui propose 100 kWh de capacité brute, c'est-à-dire 94 de capacité utile, réellement utilisable. C'est une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt. L'avantage des batteries NMC, eh bien, c'est qu'elles proposent une densité énergétique plus importante, mais au quotidien, vous n'allez pas pouvoir les recharger à 100%. Pour préserver la batterie au quotidien, ce sera 80 ou 90%. En l'occurrence ici, 80%, c'est ce qui est recommandé par le constructeur, contrairement à une batterie LFP qui a une densité énergétique qui est moins importante, mais qui peut au quotidien être rechargée à 100%. Je ferme la petite parenthèse. Au niveau des autonomies, justement, eh bien, en cycle mixte norme WLTP, en théorie donc, eh bien, vous pourrez rouler 590 km sur une seule charge avec cette version à deux moteurs de la Polestar 4. Ce sera jusqu'à 620 km même avec la version à deux roues motrices, forcément moins puissante et donc qui va plus loin sur une seule charge. 590 et 620 km. Attention, c'est si vous prenez les versions de base, les versions standards. Dès que vous allez changer quelque chose, et notamment si vous ajoutez des jantes plus grandes ou beaucoup plus grandes dans ce cas-ci, si vous passez de 20 à 22 pouces comme sur cette voiture d'essai équipée du pack performance, eh bien vous allez perdre sensiblement en autonomie. En théorie, vous passez de 590 à 500 km rien que parce que vous avez ajouté de l'équipement et entre autres, eh bien, ces jantes de 22 pouces. Et donc, une fois de plus, look ou autonomie, il faudra choisir. Concernant l'autonomie, tout ça c'est la théorie. Qu'en est-il dans la vraie vie avec notamment cette version qui pèse plus de 2350 kg à vide? Eh bien, vous le saurez tout à l'heure dans quelques minutes dans la partie sur la route. Pour le reste, eh bien, l'autonomie finalement, elle est tout à fait convenable. 590, 620. Moi, je vous conseillerais d'ailleurs plutôt la version à deux roues motrices de 272 chevaux. Pour moi, c'est ce qui convient le mieux au quotidien. Celle-ci, elle est très agréable à utiliser, évidemment. Elle est très puissante, mais a-t-on besoin d'une puissance comme celle-là? Par contre, avoir quelques dizaines de kilomètres en plus d'autonomie, c'est quand même sympa. Avec cette voiture, on est toujours sur une architecture 400 volts et ça c'est peut-être un petit peu dommage. Une architecture 800 volts comme on peut la retrouver à la concurrence chez Audi avec les nouveaux modèles Q6 et A6 e-tron par exemple, eh bien aurait permis des temps de recharge diminués. Ce n'est pas le cas ici. Concernant la recharge, ça se passe ici à l'arrière du côté gauche avec une trappe électrique comme chez Audi d'ailleurs. Et vous savez que chez Audi, j'ai eu quelques soucis avec cette trappe. Ici, pas de souci cette semaine, c'est une bonne nouvelle, mais je ne suis toujours pas fan des trappes à ouverture électrique. En fait, c'est source de panne et c'est pas très utile. Qu'est-ce que ça change de faire ça plutôt que de voir la petite porte s'ouvrir toute seule? Bon, ça n'apporte pas grand-chose. Toujours est-il qu'à l'intérieur, on va retrouver deux connecteurs, dont un qui est accessible directement, celui de la recharge du quotidien, la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. C'est le connecteur de type 2 relié de série à un chargeur de 11 kW. Ce sera 22 kW en option si vous optez pour le Plus Pack. Concernant les temps de recharge jusqu'à 100%, mais on sait qu'on ne va pas au quotidien jusqu'à 100%, mais jusqu'à 100%, eh bien, comptez 5h30 à peu près avec le chargeur embarqué de 22 kW optionnel. Avec le chargeur de 11 kW de série, ce sera 9h à peu près, donc une grosse nuit de sommeil ou une grosse journée de travail. Cela dit, au quotidien, vous n'allez pas recharger depuis 0 et jusqu'à 100%, donc au final, on sera plutôt sur les 7 heures à peu près
pour une recharge à 80% et pas forcément à partir de zéro. La recharge sur le courant continu, bien sûr, est possible également, et c'est là que malheureusement, si on avait une architecture 800 volts, on aurait pu diminuer les temps de recharge. Ici, on est toujours sur des temps de recharge pour passer à 80% qui sont aux alentours de 30 minutes. On aurait aimé plutôt 20 minutes, ça aurait été pas mal. Ça va vous pénaliser un peu si vous circulez régulièrement sur de très longs trajets, si vous avez recours très régulièrement à la recharge sur le courant continu. Dans le cas contraire, si vous rechargez quasi exclusivement sur le courant alternatif, ça ne changera rien pour vous. La recharge sur le courant continu, c'est donc via l'ensemble des deux connecteurs. La grosse fiche que vous allez venir brancher dedans quand vous êtes à un superchargeur qui délivre donc du courant continu. 200 kW, c'est la puissance acceptée par cette voiture. 200 kW. On aurait pu avoir davantage, et notamment si on avait eu une architecture 800 volts. Ce n'est pas le cas malheureusement. Vous voyez, il se passe exactement la même chose qui s'est passé la semaine dernière avec l'Audi Q6, c'est qu'avec cette trappe qui est motorisée, comme je ne suis pas allé assez vite, eh bien elle se referme, et du coup on a ce petit clapet ici qui reste à l'extérieur. Alors la bonne nouvelle, c'est que chez Audi, c'était un clapet physique qui se baissait, et donc ça bloquait la porte. Ici, visiblement, ça ne bloque pas la porte, donc c'est un petit peu moins grave. Mais pourquoi mettre une ouverture électrique ? Dans la suite de cet essai, je vous emmène à l'arrière. On verra ce que ça donne, notamment au niveau de l'espace disponible, au genou et à la tête avec ce profil de SUV coupé. Et puis, je vous emmène à l'avant. Je vous fais découvrir le tableau de bord de cette Polestar 4. Et puis, on ira sur la route également. Vous aurez toutes mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. Concernant le volume de chargement et justement cette partie arrière qui n'est pas vitrée, eh bien, on a un haillon ici à ouverture électrique dans tous les cas. Ce sera main libre en plus si vous optez pour le Pack Plus. Le petit bouton, il est là, et voilà l'espace qu'on découvre à l'intérieur, un espace évidemment plutôt original au niveau de la partie qu'on va retrouver ici, puisqu'on a cette petite partie qu'on va pouvoir retirer si on le souhaite, pour par exemple rabaisser la banquette arrière et obtenir 1536 litres de volume de chargement. Ce sera 526 litres si vous laissez la banquette arrière fractionnable 60-40 en place. Concernant l'espace disponible, il est plutôt vaste, plutôt large. Alors évidemment, en hauteur, sur cette partie-ci, ce sera un petit peu moins génial puisqu'on a ce profil de SUV coupé, mais ça reste très très fonctionnel au quotidien. Et puis on a ce plancher qui peut être réglé également sur 2 étages. Ici, il est en position supérieure, pratiquement affleurant avec le seuil de chargement. On peut le mettre en position basse également. Et dans ce cas-là, on va récupérer de la hauteur de chargement. On a en dessous du plancher du coffre également un espace disponible, un espace dans lequel vous allez pouvoir mettre des accessoires ou encore des câbles de recharge que vous allez pouvoir mettre également à l'avant puisque cette voiture dispose d'un petit frunk. Alors il n'est pas très grand quand on voit la taille du capot de cette voiture. Il y a un tout petit frunk au milieu sous le capot qui pourra lui aussi accueillir les câbles de recharge ou les frites, si vous allez chercher des frites à la friterie, ce que j'adore faire, et que vous n'avez pas envie que ça parfume l'intérieur de l'habitacle, eh bien, mettez-les dans le frunk. Et en plus, ça fait toujours son petit effet quand vous sortez de la friterie. Donc voilà, volume supplémentaire de 15 litres à l'avant avec ce frunk. Au niveau des éléments disponibles ici à l'arrière, eh bien, on a un petit filet ici à gauche. On a des petits crochets d'arrimage, des anneaux aux 4 coins. On a également à gauche et à droite des petits crochets pour pendre les sacs de course et éviter que tout se promène dans le coffre. Il y a de la lumière à gauche et à droite, et puis une prise 12 volts de type allume-cigare ici à gauche. Et puis on a ce beau revêtement de coffre avec ce logo Polestar qui est ici incrusté. C'est vraiment très très beau, c'est du plus bel effet. Les finitions dans cette voiture sont vraiment excellentes. En tout cas, au niveau de l'arrière ici, qu'est-ce que ça donne à l'avant? On va y aller tout de suite. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de cette Polestar 4, me voici installé sur la banquette arrière. Y est-on bien installé? Est-ce qu'il y a de la place? Je vous le disais tout à l'heure, plateforme SEA dédiée aux véhicules 100% électriques, contrairement à la Polestar 2 qui partage sa plateforme avec le Volvo XC40 qui accueille donc aussi des motorisations thermiques, et donc on peut pas avoir un grand empattement, on peut pas rejeter les roues aux 4 coins et maximiser l'espace intérieur. Par contre, c'est le cas sur cette voiture avec ce grand empattement de 3 mètres. Il y a de la place à l'intérieur et notamment ici à l'arrière. Le siège avant, le siège conducteur, il est réglé comme pour moi et mon 1,90 m, et vous le voyez à l'arrière, il y a encore
toute la place. Alors le seul petit bémol, c'est que par rapport à mon réglage de siège à l'avant, comme je suis grand, le siège est placé plutôt bas et donc je peux pas glisser vraiment mes pieds en dessous, mais c'est vraiment pour chipoter. Il y a quand même pas mal de place. Et puis comme sur la plupart des voitures dont la batterie se situe sous le plancher, c'est-à-dire les voitures électriques, batterie située sous le plancher, ça veut dire qu'on a les pieds qui sont relevés et donc j'ai pas un angle ici qui est vraiment très très favorable. Mais voilà, 1m90 devant et derrière, ça va pas vous arriver tous les jours. Imaginez avec quelqu'un d'1m70 ou 75 à l'avant, ou même 1m80, franchement, vous aurez bien plus de place encore à l'arrière, et il y en a déjà pas mal, donc c'est tout bénéfice. Au niveau de l'équipement, qu'est-ce qu'on a? Alors d'abord, on voit déjà les finitions qui ont l'air très belles. On est sur du moussé ici à l'arrière, hein. On est sur des belles matières, certaines matières sont recyclées, mais du plus bel effet. On a un bel éclairage ici, on a des matériaux moussés et en partie basse aussi, même sur les portières arrière. C'est pas dans toutes les marques qu'on voit ça. On voit déjà ces très beaux sièges ici. C'est l'option Nappa, cuir Nappa donc, et donc l'odeur est absolument succulente. Ça sent bon le cuir. Cuir Nappa, c'est écrit ici. Animal Welfare 100% Traced Material. Donc voilà, du cuir Nappa, et on s'est soucié évidemment du bien-être animal. En tout cas, c'est écrit là, et derrière le siège passager également. Au niveau de l'équipement, si on continue de haut en bas, on a en haut ce toit vitré qui est de série. Vous pouvez l'avoir également en option électrochromatique, c'est-à-dire avec une possibilité de dimmer le toit et de le passer en blanc opaque. Ça, c'est une option. Par contre, le toit, il est toujours vitré, et ça, c'est bien sur la Polestar 4. Il n'y a pas de vélum, mais il y a un traitement spécifique pour éviter de surchauffer l'habitacle. Je continue à descendre. Alors, qu'est-ce qu'on a au dossier des sièges avant? On a les petits filets. Ça, c'est traditionnel. On a un plancher qui est quasiment plat dans cette voiture. Il y a une toute petite bosse, mais comme la partie centrale est très large, bon, finalement, avec l'épaisseur des tapis qui se trouvent à gauche et à droite, finalement, c'est relativement sur le même plan. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis ici, à l'arrière, on a en option, il faut prendre un pack pour ça également, eh bien, cet écran, un écran avec lequel vous allez pouvoir piloter pas mal de choses, notamment la température, ça c'est assez classique, mais également la partie audio. Vous allez pouvoir commander la partie audio depuis la partie arrière ici, mais rassurez-vous, vous allez pouvoir condamner également cet écran si vous avez des enfants à l'arrière et vous n'avez pas envie qu'ils chipotent. Ici, on a les sièges chauffants qui sont eux aussi en option. C'est de série à l'avant, mais en option à l'arrière. Et vous allez pouvoir également commander ici les sièges chauffants avec 3 niveaux pour ces sièges. Voilà, on a également une petite partie réglage dans laquelle vous allez pouvoir régler la luminosité de cet écran ici à l'arrière. Donc il y a vraiment un menu qui est assez complet, et puis on a des petits boutons également pour allumer les lampes de lecture si vous le souhaitez. Ça aussi, c'est via le petit écran qu'on va retrouver ici. Juste en dessous, 2 prises USB-C. Une fois de plus, on pourrait regretter qu'elles soient situées si bas à l'arrière de la console centrale. Si on a un appareil électronique ici, le câble parfois il est un petit peu court. Moi, j'aurais préféré des prises ici à l'arrière, hein, par exemple. Ici, ça aurait été vraiment super, avec un petit support éventuellement, ou encore sur le côté intérieur des sièges avant, comme dans les marques coréennes par exemple. Ici, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce sera donc là-bas en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici à l'arrière? Eh bien, on a l'accoudoir central arrière qui est vraiment très grand. Ça me fait penser à celui d'ailleurs de la Renault Scénic, du Renault Scénic E-Tech 100% électrique, où on avait là pas mal de choses. Il y avait le côté familial du Scénic qui refaisait surface avec ce grand accoudoir multifonction. Alors ici, il y a un peu moins de fonctions. Il n'y a pas notamment de prise USB ici dans l'accoudoir. Ça aurait été peut-être pas mal. Par contre, la finition est vraiment superbe avec cet intérieur cuir. C'est vraiment très beau. On a à l'extrémité les porte-gobelets ici à l'arrière. Vous pouvez les rentrer si vous n'en avez pas besoin, ça c'est sympa. Et puis il y a 2 petits boutons de chaque côté, et avec ces petits boutons, vous allez pouvoir incliner davantage le dossier de la banquette arrière, histoire d'avoir un maximum de confort. Et là, je peux vous dire que le confort, il est vraiment très bon, et la garde au toit ne pose pas de problème. Alors pourquoi? Eh bien parce que le montant de renfort, il est situé après les places arrière et pas au-dessus de la tête des passagers arrière. On a donc, comme on a un toit vitré, beaucoup plus d'espace que si on avait un toit plein qui s'arrêtait au-dessus de la tête des passagers arrière. C'est bien vu de la part de Polestar. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour ici à l'arrière. Franchement, on est hyper bien installé. Je vous invite maintenant aux places avant.
Bienvenue à bord de cette Polestar 4. Alors moi qui connais bien la Polestar 2 depuis 2021 puisque c'est ma voiture au quotidien, eh bien je ne suis globalement pas dépaysé quand je rentre dans cette Polestar 4 puisque j'y retrouve l'ambiance Polestar, même si clairement le bond en avant en matière de confort, de qualité perçue et de technologie embarquée est assez important, avec des sièges très confortables, j'en reparlerai sur la route dans un instant, un écran d'infodivertissement bien grand positionné horizontalement et avec un OS basé sur Android Automotive mais complètement revu, un vrai écran instrument également derrière le volant et puis un affichage tête haute et puis partout de beaux matériaux, une absence quasi totale de piano black puisqu'il n'en reste que sur le volant et sur le pourtour de l'aérateur central. On trouve donc facilement sa position de conduite idéale, les commandes tombent toutes sous la main et cette odeur de cuir amenée par l'option cuir Nappa amène une petite touche premium supplémentaire qui n'est pas désagréable, bien au contraire. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Est-ce qu'il vous séduit? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description du tableau de bord de cette Polestar 4. Au niveau de la portière conducteur en partie haute, il n'y a rien, si ce n'est cette belle finition. En partie intermédiaire, les vitres électriques, le verrouillage centralisé et la commande électrique d'ouverture de la portière. En partie basse, le vide-poche. Sur le tableau de bord, à gauche du volant, rien du tout. Le volant qui est à réglage électrique via l'infodivertissement ou même via le volant et le menu de l'écran instrument. J'y reviens tout de suite. À gauche, on a sur ce volant 3 commandes fixes relatives au Pilot Assist et puis un pavé avec touche centrale en relief dont la fonction va dépendre du menu actif. À droite, c'est un peu la même chose. On a la commande vocale, le mode d'affichage de l'écran instrument et la navigation dans le menu de l'écran instrument. Et puis le même petit pavé que du côté gauche avec par défaut les commandes audio mais qui peut remplir d'autres fonctions, fonction de réglage du volant par exemple. Derrière ce volant, les commodos, à gauche le menu des essuie-glaces et à l'extrémité un balayage, les phares avec la position automatique et puis l'appel de phare, ainsi que les clignotants évidemment. À droite, on va retrouver simplement le sélecteur de vitesse. Ensuite, l'écran instrument d'une diagonale de 10,2 pouces. Alors, petite démonstration concernant tout d'abord les possibilités de personnaliser l'affichage sur cet écran. Ici, on a la voiture au centre, on sera plus sur un affichage aide à la conduite. Si j'appuie sur ce bouton central à droite, eh bien on peut basculer vers un affichage plus épuré avec les informations essentielles. Et si j'appuie encore, c'est tout le contraire, puisque là, on a la carte de Google Maps qui s'affiche avec la navigation. Si la navigation est active, eh bien directement ici sur l'écran instrument. Je vais revenir à ma configuration préférée, c'est-à-dire avec plutôt le menu aide à la conduite. Alors ça, c'est pour le premier bouton. Deuxième bouton, on va également faire apparaître un menu qu'on va pouvoir faire apparaître via la touche du bas ici sur la partie de droite du volant. Et dans ce cas-là, eh bien, en appelant ce menu, on aura accès à pas mal de choses. Ajustements, notamment réglage de l'affichage tête haute, réglage du rétroviseur gauche ou droit, et puis réglage du volant. Si j'appuie, dans ce cas-là, eh bien, le pavé tactile ici va me permettre de régler le volant. Voilà, ici vers le bas, ici vers le haut. Voilà, ici, on peut régler la profondeur également. Si je rappuie sur le bouton, je reviens en arrière sur les menus, une fois en arrière encore. Et dans ce cas-là, je peux aller sur les informations trajet, soit avec possibilité de remise à jour, soit de trajet automatique. Valeur d'autonomie, là, on peut appuyer également, alors soit estimé, autrement dit dynamique, basé sur votre conduite, soit standard, c'est-à-dire la valeur absolue. Je reviens en arrière, je descends, et là, on a les unités de vitesse, soit des km/h, soit des miles par heure. On va rester évidemment en km/h. Voilà pour les différentes informations qu'on peut obtenir via la personnalisation de l'écran instrument et ce menu qu'on peut faire apparaître et sur lequel on va pouvoir agir, qui va pouvoir également nous emmener dans des réglages notamment pour ce qui est des rétroviseurs, du volant, etc. Je trouve ça assez pratique. Ensuite, un affichage tête haute dans cette voiture de 14,7 pouces de diagonale avec la vitesse instantanée, la vitesse maximale autorisée dans la zone et puis les infos de navigation. Notez qu'il existe un mode neige sur cet affichage tête haute. Je n'avais jamais vu ça ailleurs. Dites-moi si c'est le cas, si vous avez déjà vu ça, ce mode neige au niveau de l'affichage tête haute. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce mode neige? Eh bien, les écritures, elles sont en blanc par défaut. Eh bien, ça va basculer les écritures en jaune, tout ce qui est affiché dans le head-up display, l'affichage tête haute, tout ça pour une meilleure
meilleure lisibilité évidemment sous la neige puisque vous aurez du jaune sur blanc et non pas du blanc sur blanc. En haut du tableau de bord, placé horizontalement, l'écran central d'infodivertissement de 15,4 pouces de diagonale. On y revient dans un instant, c'est une belle taille. Et puis surtout par rapport à la Polestar 2, le fait qu'il soit placé horizontalement, c'est très bien si vous voulez regarder des films par exemple. Et puis on peut surtout, puisqu'il est beaucoup plus grand, accueillir pas mal de fonctions directement accessibles sans devoir systématiquement aller dans les menus. Sous l'écran, alors l'aérateur central d'abord et puis juste en dessous, la zone de recharge par induction, le bouton rotatif de réglage du volume avec fonction mute ou pause si vous appuyez dessus. Ensuite, deux porte-gobelets qui se trouvent sous un couvercle coulissant et l'ensemble ici présente très bien. Sous la coudoir, enfin, un espace de rangement qui n'est pas très vaste mais qui renferme deux prises USB-C. Notez d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, que concernant les prises USB-C qui se trouvent à l'arrière, une des deux permet de délivrer 60 watts, ce qui va permettre de brancher par exemple un ordinateur portable. Alors si vous êtes arrêté à un superchargeur, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire durant cette semaine, et que vous devez travailler avec votre ordinateur, voilà qui est bien pratique. Plus bas, toujours à l'avant, ici sous la console centrale, un bel espace de rangement qui comprend deux compartiments avec revêtement antidérapant. On peut dire que par rapport à la Polestar 2 qui a une très large console centrale mais dans laquelle il n'y a pas grand chose, il n'y a pas du tout d'espace ici en dessous dans la Polestar 2 puisqu'on a ce gros espace central qui va de l'avant à l'arrière, ce gros tunnel puisqu'on est sur la plateforme du Volvo XC40. Ici, autre avantage d'avoir cette plateforme SEA dédiée à l'électrique, c'est qu'on a cet espace supplémentaire en partie inférieure qui est toujours bien pratique et globalement une console centrale qui est mieux organisée que dans la Polestar 2 puisqu'on a notamment ces deux porte-gobelets alors que dans la Polestar 2 il n'y en a qu'un et que pour avoir le deuxième ça se passe sous la coudoir centrale. La boîte à gants enfin qui s'ouvre électriquement via l'écran d'infodivertissement. Ça veut dire, et ça c'est une bonne nouvelle, que quand on rentre dans votre voiture par effraction, on n'a pas directement accès à la boîte à gants. Elle est plutôt large, pas très profonde et elle est recouverte par contre de feutrine. Voilà pour la description de l'intérieur de cette voiture. On n'oublie pas le rétroviseur caméra, élément indispensable puisque dans la Renault Scénic E-Tech, on peut toujours décider de se passer du rétroviseur caméra et de passer en vue classique. Ici, si vous passez en vue classique, tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est surveiller les enfants à l'arrière et pas voir derrière, pas voir à l'arrière de la voiture puisqu'il n'y a évidemment pas de vitre à l'arrière. Avant de prendre la route, quelques mots à propos du système d'infodivertissement sur ce bel écran de 15,4 pouces de diagonale avec bien sûr l'OS Android Automotive. D'ailleurs, on se souvient que la Polestar 2 était la première voiture de série équipée de cet OS Android Automotive et que depuis moi qui l'expérimente depuis 2021, j'ai vu les quelques évolutions et c'est vraiment très confortable à utiliser au quotidien, c'est très fiable et les icônes sont toujours très bien organisées, c'est très clair et surtout on bénéficie du meilleur de Google dans cette voiture, à savoir Google Maps, ici pour la navigation, la planification d'itinéraire. On simulera un trajet vers Marseille dans un instant. Le Google Assistant, évidemment, même si on peut regretter que le link avec la voiture ne soit pas plus profond. Si par exemple vous lui demandez d'activer les sièges massants, par exemple, elle ne va pas reconnaître la commande et ça c'est un petit peu dommage. Donc il y a encore un peu d'apprentissage certainement à fournir de ce côté-là. Et puis alors le Play Store de Google qui va vous permettre d'ajouter des applications très facilement. Ici notamment, voilà, on va retrouver toutes les applications et via le Play Store, vous allez pouvoir télécharger d'autres applications. Beach Buggy Racing, par exemple, ici, histoire de passer le temps quand vous êtes en mode parking, en train de recharger, par exemple. On a ici Amazon Prime, on a ici YouTube Musique, il y en a plein d'autres. Waze, évidemment, vous allez pouvoir le télécharger directement sur le tableau de bord de votre voiture. Donc, sans plus avoir votre smartphone dans la voiture, vous allez utiliser Waze. Donc, ça, c'est bien pratique également. Spotify aussi, vous allez pouvoir télécharger et puis plein d'autres applications. Ça fait vraiment plaisir, c'est très sympa et puis les applications vont se multiplier au fur et à mesure qu'il y aura de plus en plus de voitures qui seront disponibles avec ce système OS Android Automotive. Donc ça c'est vraiment bien. Donc les applications, ça se passe ici. Vous l'avez vu, le manuel d'ailleurs se trouve ici, manuel électronique, toujours disponible dans la voiture. Alors deux autres icônes. D'abord ici à gauche l'icône maison. L'icône maison, vous appuyez une fois dessus, vous obtenez ça avec tous les widgets et les menus ici à droite. Une deuxième fois, vous maximisez la présence de la carte et ça c'est vraiment très beau. C'est vraiment canon. Cette présence de carte avec cette vue aérienne, c'est hyper réactif, hyper fluide. C'est très agréable à utiliser. C'est vraiment le meilleur de Google dans votre voiture. Donc on va le remettre comme ceci. Alors si je vais dans le menu voiture justement,
Là aussi, c'est assez clair, c'est assez simple. Directement, vous tombez sur les raccourcis vers l'ouverture de la boîte à gants, rabattre les rétroviseurs, ouvrir le haillon. Vous avez des favoris qui se trouvent ici également et que vous allez pouvoir réorganiser grâce à ceci. Voilà, vous modifiez vos favoris, vous mettez absolument ce que vous voulez dans vos favoris. Ensuite, vous revenez en arrière. En partie basse, les ajustements de justement tout ce qu'on retrouvait aussi sur l'écran instrument il y a un instant. Donc, affichage tête haute, volant et rétroviseur. Affichage tête haute qui est off ou on, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre, et ce fameux mode neige qui passe l'affichage en jaune, voilà, qui est original également. Ensuite, il y a ici réglage des sièges, massage, réglage lombaire, assise, préférence du conducteur, il y a 3 positions. Le accès facile, c'est-à-dire le easy entry, possibilité que le volant recule et le siège également pour faciliter la sortie du véhicule et puis l'entrée dans le véhicule. Les différentes ambiances. Alors ça, les différentes ambiances, c'est bien vu de la part de Polestar. On est dans un vrai univers basé sur les planètes. On a Soleil, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. On a des petites infos sur les planètes en question. Regardez ce Polestar Precept qui décide de s'envoler. Tiens, ça ne vous rappelle pas un certain Tesla Roadster qui s'est envolé lui aussi? Bah oui, un petit peu quand même. Alors moi j'ai choisi Soleil. Pourquoi? Parce qu'on a un éclairage orangé qui, je trouve, va bien avec ce qu'on a en orange ici dans le menu. Mais si vous voulez, vous pouvez opter pour Mercure par exemple, qui va le passer plutôt en blanc grisé. C'est pas mal également. Vénus, on sera plutôt sur du rose. La Terre, on sera évidemment sur du bleu. Mars, du rouge, etc. etc. Je trouve ça vraiment chouette avec toutes ces petites infos qui ne servent à rien, mais c'est avec les petites infos qui ne servent à rien ajoutées qu'on voit qu'on a été dans les détails. C'est un peu comme l'écran rond de la Mini, où quand vous mettez le clignotant s'affiche sur la petite voiture qui est matérialisée sur l'écran, ou quand vous tournez le volant, les roues tournent. Voilà, ça ne sert à rien, mais ça veut dire qu'on a passé du temps à développer ça et à faire les choses bien et les choses jusqu'au bout. On va rester sur le Soleil. Ensuite, les éclairages, éclairage d'accueil et éclairage intérieur maximum si vous le souhaitez, les écrans, luminosité, automatique ou manuel. Moi j'aime bien quand c'est manuel et que ça va assez fort, voilà. Ensuite, la boîte à gants. Ouverture de la boîte à gants, mais on peut le faire via les raccourcis également. Et puis le chargeur sans fil du téléphone sous l'écran d'infodivertissement. Ensuite, on peut continuer à parcourir les paramètres. Ici, on va pas tout détailler, mais paramètres plutôt liés à la conduite, vous le voyez. Ensuite, les paramètres des aides à la conduite, Pilot Assist, Road Sign Information, alerte de vitesse, etc., etc. On verra sur la route que, voilà, on peut, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo premier trajet, on peut très facilement couper les bips et ça, c'est une bonne nouvelle. La charge, on est ici sur du 80% au quotidien, et puis si vous souhaitez plus, eh bien vous pouvez, voilà, 90 ou 100 pour des longs trajets, mais au quotidien ce sera 80%, c'est ce qui est recommandé par le constructeur. Le son, tous les réglages, et notamment dans cette voiture, des haut-parleurs dans les appuis-têtes, parce qu'on a le pack Napa, et avec le pack Napa, possibilité d'avoir les instructions de navigation juste derrière le conducteur, derrière sa tête, au niveau de l'appui-tête, et pas dans toute la voiture, ce qui est plutôt sympa et agréable. Extérieur, suivi des virages, trouver la voiture, etc., etc. On va pas tout détailler. L'intérieur, on l'a déjà vu. Et puis les paramètres, notamment le Bluetooth, l'association de profils, etc., etc. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien organisé, je trouve. On a les petites infos ici au-dessus liées au profil, à l'heure et à la température extérieure. La connectivité ici à droite. On a ici les notifications. Hop, on fait remonter. On revient ici. C'est assez fluide. Ici, la radio, vous le voyez. Les favoris ici que vous allez pouvoir retrouver. Par exemple, on peut couper très facilement, voilà, les avertissements sonores de cette manière, mais aussi via le volant. Apple CarPlay directement accessible ici. Le téléphone, ce sera ici. Et puis, si on simule ce fameux trajet vers Marseille pour terminer, eh bien, allons-y. Marseille. Voilà Marseille. Alors, la batterie est chargée à 89%. A priori, si je vais à Marseille, je vais la charger à 100%, bien évidemment. Ici, vous voyez, c'est très rapide. On annonce 11h47. 4 arrêts recharge sont prévus. Au total, un petit peu moins de 2 heures de recharge. Vous allez pouvoir regarder quels sont ces arrêts, changer d'arrêt si ça ne vous arrange pas, modifier en fait ce que la voiture vous a proposé. Vous voyez, c'est très très fluide. 4 arrêts de 14 minutes, 45 minutes, 23 minutes, 34 minutes. C'est là que, effectivement, si on avait eu une plateforme 800 volts, on aurait plus été dans les 15-20 minutes. On n'aurait pas eu d'arrêt de 45 minutes. Voilà, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir de 800 volts si vous faites très souvent de très longs trajets.
Si vous allez une fois par an dans le sud de la France, c'est pas pour les 10 minutes que vous allez perdre là. Sur un an, ça va pas représenter grand-chose, donc c'est pas la fin du monde. Mais si par contre vous allez très souvent faire de très longs trajets, peut-être que là il faut privilégier effectivement l'achat d'une voiture avec une plateforme 800 volts qui va permettre des arrêts très courts quand vous devrez pendant la journée, par exemple si vous êtes commercial, eh bien recharger le plus vite possible. Voilà donc pour ce trajet vers Marseille. Malheureusement, nous n'y allons pas. Voilà, et voilà pour le descriptif de l'écran d'infodivertissement de cette voiture basée sur Android Automotive. On a toujours évidemment en partie inférieure les options directement accessibles de fonctions liées à la climatisation. Et puis ici l'appel du menu caméra et le désembuage ainsi que l'assistance si on le souhaite. Tiens justement, les caméras, qu'est-ce que ça donne pour clôturer? Eh bien on a ici une vue, vous le voyez, assez dégagée avec de faibles angles morts et ça c'est une bonne nouvelle, alors que sur la Polestar 2 j'ai dû griser un petit peu partout autour. Ici c'est beaucoup plus précis, vous le voyez. Alors on peut bien sûr modifier les vues ici, idéal quand on rentre dans un parking ou alors à gauche ou alors à droite. Ici également vue vers l'arrière et ici vue totale vers l'arrière. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal également. Et puis si vous voulez la vue 3D, ça se passe ici. Vue 3D qui est peut-être un petit peu moins utile au quotidien, c'est toujours un petit peu gadget. Pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir effectivement des vues comme celle-ci qui sont les plus précises possibles et surtout avec le moins d'angles morts possible, ce qui est le cas avec cette voiture. Voilà pour la description du système d'infodivertissement. Je pense avoir été assez complet. On file sur la route. Tout comme dans la Polestar 2, eh bien pas de bouton de démarrage dans cette Polestar 4. Vous prenez place au volant et pied sur le frein. Vous levez le levier de vitesse vers la marche arrière dans la position R ou bien vous le baissez vers la marche avant, la position D. Et c'est parti. Alors d'emblée, la voiture apparaît plutôt large, relativement haute. Le confort à basse vitesse est très bon, même avec les jantes de 22 pouces de cette voiture d'essai, équipée du pack performance. Et puis évidemment, le dynamisme est au rendez-vous, forcément. Avec 544 chevaux, on n'en attendait pas moins. On peut se faire plaisir. Et c'est parti. Ouais, il y en a un. Parlons des sièges à présent. Les sièges avant sont chauffants et à réglage électrique sur toutes les versions de la Polestar 4, avec pour le conducteur 3 mémoires. Alors si vous voulez les sièges arrière chauffants et le volant chauffant, il faudra opter pour le pack Plus qui est optionnel. Le pack Plus qui comporte également le volant réglable électriquement, la fonction Easy Entry, donc le volant qui recule et le siège aussi pour vous permettre de sortir et de rentrer plus facilement dans la voiture. Le dossier inclinable électriquement des sièges arrière, on l'a vu tout à l'heure, ça aussi c'est dans le pack. Et puis les fonctions électriques étendues pour les sièges avant. Dans cette voiture, il y a également l'option Napa qui apporte en plus, entre autres, les sièges avant ventilés et massants, ainsi que les enceintes dans les appuis-têtes des sièges avant, en plus du cuir évidemment. Concernant le massage, alors le massage dans une voiture, c'est jamais digne d'une bonne session chez l'ostéopathe, ça va pas remplacer votre séance chez l'ostéo, mais dans cette voiture en particulier, moi qui aime bien les massages assez appuyés, je dois dire qu'ils sont relativement appuyés, si on le souhaite évidemment, il y a plusieurs niveaux, donc ça c'est plutôt pas mal. Cette voiture, elle est équipée du pack Pilot optionnel qui comprend le Pilot Assist, combinaison entre régulateur de vitesse adaptatif et maintien au centre de la voie de circulation, un système qui fonctionne jusqu'à 130 km/h. Et c'est du fonctionnement de ce système que vient ma première vraie déception au volant de cette voiture, une double déception même. Alors je m'explique. La première, elle concerne l'impossibilité de dissocier Pilot Assist et assistant de changement de voie. Donc quand vous êtes tranquillement sur l'autoroute avec le Pilot Assist activé, eh bien mettre votre clignotant ne va pas désactiver le maintien au centre de la voie de circulation. Vous devez donc, alors soit laisser la voiture effectuer lentement la manœuvre de changement de voie elle-même, ce qui moi personnellement m'insupporte. Le jour où elle pourra faire tout toute seule, ok, mais tant que je devais devoir gérer les clignotants et laisser les mains sur le volant, alors je peux faire l'entièreté de la manœuvre moi-même. Autre possibilité, vous luttez à chaque fois contre le maintien dans la voie, qui va donc se désactiver en vous donnant l'impression que c'est pas comme ça que le système devrait fonctionner, ce qui est pas génial. Bref, c'est super pénible et on m'a confirmé malheureusement qu'il n'est pour l'instant pas prévu que ça change. C'est pour moi franchement, c'est pour moi quelque chose qui pourrait être rédhibitoire parce que j'utilise très régulièrement le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien sur la voie de circulation, le Pilot Assist de la Polestar 2 qui n'a pas de possibilité de dépassement assisté, de changement de voie assisté, et c'est très bien comme ça. Polestar, un petit effort pour laisser le choix au conducteur et ne pas tout imposer systématiquement, ce serait vraiment pas mal. Et puis deuxième déception, un peu moindre
suivre celle-là quand même. Ça concerne le maintien dans la voie de circulation qui occasionne parfois un louvoiement autour du point central. Le volant part un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, ça reste pas parfaitement aligné. Alors c'est peut-être un réglage sur cette voiture d'essai en particulier. Toujours est-il que là aussi c'est un peu pénible et ça vient un peu gâcher là aussi le plaisir, l'expérience de conduite à bord de cette voiture. Clairement les aides à la conduite dans cette Polestar 4, c'est pas encore tout à fait au point et c'est vraiment dommage. Il manque le dernier petit coup de clé, vous voyez, pour bétonner tout ça, pour verrouiller tout ça et surtout laisser au conducteur la possibilité d'activer ou de désactiver certains systèmes et de ne pas forcément tout imposer systématiquement. Dans cette version dual motor de la Polestar 4 équipée du pack performance, on dispose d'amortisseurs actifs qui font du bon travail. Cela dit, au niveau des sensations, compte tenu du poids supérieur à 2,3 tonnes de cette version, on est quand même plus proche d'une grande GT au niveau des sensations que d'une 205 GTI. Évidemment, la puissance est là, le couple est là, les chiffres sont impressionnants, mais dans les faits, c'est pas vraiment dans les cols de montagne et sur les routes sinueuses que vous aurez envie d'emmener cette voiture, que vous prendrez le plus de plaisir. Alors bien sûr, ça roule très bien. Si on met de côté les quelques bémols sur le Pilot Assist, c'est sympa à souhait, certainement dans cette version, c'est dynamique, mais surtout ça reste très confortable au quotidien et ça m'a vraiment étonné, même en 22 pouces, et pour la grande majorité des acheteurs et surtout de leur famille, c'est sans doute ce qui importe le plus. Alors dans quelques semaines, j'essaierai également la version à un seul moteur, la Single Motor Long Range, et cette version, à mon avis, alors elle est plus légère, elle est moins chère et elle va plus loin sur une seule charge, et elle est donc, à mon avis, plus appropriée et certainement suffisante au quotidien avec ses 272 chevaux. Et puis au niveau de cette voiture, il y a les chiffres, il y a ce qu'on dit, il y a les newton-mètres de couple, il y a les chevaux, les kilowatts, tout ça. Et puis il y a la sensation au volant. Et la sensation au volant, elle est pour moi très importante. C'est le fait de se sentir finalement faire corps avec la voiture ou pas. Il y a des voitures dans lesquelles on se sent bien d'emblée et on ne sait pas pourquoi, et d'autres dans lesquelles on se sent pas forcément bien d'emblée et là non plus on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ai-je choisi ma Polestar 2 qui, je le disais dans la vidéo premier trajet, n'est pas celle qui va le plus loin sur une seule charge, n'est pas celle où il y a le plus de place à l'arrière, n'est pas celle qui consomme le moins, mais je me suis assis au volant, je l'ai essayé et je suis tombé amoureux. Le phénomène se reproduit un peu avec celle-ci. Alors celle-ci qui est pleine de qualité, mais au niveau de la cohérence quand on est au volant, je trouve ça assez important et assez incroyable. Le volant qui est épais, les matériaux qui sont très très bien, la disparition progressive du piano black, même s'il en reste un petit peu ici, mais voilà, c'est vraiment un ensemble, les sièges, l'odeur du cuir avec cette version Napa, tout ça fait qu'il y a un ensemble qui, moi, alors ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais moi me convient parfaitement et que je ne retrouve pas dans d'autres voitures. Donc clairement, sur ce point-là, en tout cas, ça ne fait pas tout, mais sur ce point-là de la cohérence globale, franchement, pour moi, cette voiture, elle est très très bien. Quel silence à bord de cette voiture, on s'en rend compte dès les premiers tours de roue. Cette voiture, elle maîtrise vraiment bien les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques. C'est d'autant plus impressionnant d'ailleurs que les vitres sont sans encadrement, ce qui ne facilite pas la filtration des bruits aérodynamiques. Alors bien sûr, on va toujours en entendre un petit peu à haute vitesse, mais c'est hyper bien filtré. Aussi donc par rapport au bruit de roulement, ce silence, il apporte vraiment une couche supplémentaire de premium dans cette Polestar 4 et puis surtout, il va permettre de vraiment profiter du système sonore, celui qui est livré de série à 8 haut-parleurs, ou bien le système optionnel Harman Kardon qui se trouve dans le Pack Plus. Là, on passe à 12 haut-parleurs et 1320 watts de puissance. C'est du lourd et le son est vraiment très très bon. Mais c'est pas tout. Si vous avez en plus opté pour les sièges Napa comme dans cette voiture d'essai, et bien là, on ajoute 2 haut-parleurs dans chaque appui-tête avant, ce qui porte le total à 16 haut-parleurs et la puissance à 1400 watts. Impressionnant. Vous souhaitez tracter une charge avec votre Polestar 4, bonne nouvelle, si la charge est freinée, vous pourrez monter jusqu'à 2 tonnes sur cette version à 4 roues motrices. Ce sera 500 kg de moins, soit 1,5 tonne sur la version single motor à 2 roues motrices. Si la charge n'est pas freinée, évidemment, ce sera la norme sur les deux versions, c'est-à-dire 750 kg. Le diamètre de braquage, c'est 11,6 mètres, une valeur qui n'est ni incroyablement élevée compte tenu de la longueur de cette voiture, ni vraiment basse non plus. On est donc dans une bonne moyenne. Certains auraient certainement apprécié avoir des roues arrière directrices, peut-être en option, histoire de faire baisser cette valeur de diamètre de braquage. Mais personnellement, je ne suis pas fan des roues arrière directrices qui engendrent systématiquement un comportement un petit peu plus flou au niveau du train arrière. C'est pas mon truc, je préfère manœuvrer un petit peu plus quand c'est nécessaire plutôt que d'avoir en permanence ce comportement un
un petit peu flou au niveau du train arrière. Rien à signaler donc cette semaine sur cette voiture. J'ai pas eu de surprise, ni bonne ni mauvaise en matière de maniabilité. Et puis le système de caméra à 360 degrés qui est de série, il est toujours le bienvenu. Il est de série dès l'entrée de gamme à 2 roues motrices et ça franchement c'est une très bonne chose. Comme sur la Polestar 2, la vraie conduite à une pédale est possible dans la Polestar 4, gros point positif. Et puis pour ceux qui aiment moduler la récupération d'énergie en fonction des conditions de circulation, eh bien sur la Polestar 4, vous allez pouvoir le faire très facilement via les raccourcis sur l'écran d'infodivertissement, ce qui est moins évident sur la Polestar 2 où il faut aller dans les menus. Bon, pour moi, ça ne change rien parce que je reste en permanence sur la conduite à une pédale et je me régale, j'adore. Petit bémol tout de même pendant cette semaine, à quelques reprises, j'ai ressenti des petits à-coups assez marqué au moment où j'ai soulagé l'accélérateur. Alors peut-être quand le moteur avant s'est découplé du système de transmission dans certaines conditions. Je sais pas, ça s'est pas produit très souvent, juste quelques fois, mais à chaque fois ça m'a un petit peu surpris quand même. Autre point fort de ma Polestar 2, c'est son éclairage LED matriciel qui fonctionne vraiment très bien. C'est un vrai plus qui facilite la vie, il n'y a rien à faire. Et puis c'est surtout un vrai plus en matière de sécurité puisque vous avez en permanence le meilleur éclairage possible. La voiture restant le plus souvent en feu de route dans les zones qui ne sont pas bien éclairées. Elle n'éteindra alors qu'une partie du faisceau lumineux quand c'est nécessaire pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. Et sur cette Polestar 4, eh bien, les feux LED matriciels sont évidemment aussi disponibles, composés de 32 pixels par phare et proposant chacun des animations spécifiques au verrouillage, déverrouillage. Ils font partie du pack plus optionnel et ils fonctionnent tout aussi bien que dans la Polestar 2. C'est un vrai régal. Si vous vous contentez par contre de l'offre de base, eh bien là vous aurez droit aussi à des phares full LED. Ils seront automatiques mais pas matriciels évidemment. Notez que le logo sur le capot, il s'allume au déverrouillage ou plutôt il est rétro-éclairé puisque c'est un bandeau qui est situé en fait entre le logo et le capot qui s'allume. Par contre, il reste éteint lorsque la voiture est en mouvement. À l'arrière, on va retrouver l'inspiration du concept car Precept avec ce bandeau lumineux composé de 210 LED et qui propose lui aussi des animations spécifiques du plus bel effet. L'autonomie théorique de cette voiture, c'est 590 km en cycle mixte norme WLTP avec cette version grande autonomie dual moteur. Mais attention, 500 km seulement, soit 90 km de moins, on l'a dit, avec cet exemplaire précisément qui est équipé du pack performance et donc de jantes de 22 pouces. En lieu et place des jantes de 20 pouces de série. Plus que jamais, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, autonomie ou look, il faut choisir, même si les jantes sont très très belles. Alors, j'ai conduit comme à chaque fois plutôt tranquillement. Il a fait cette semaine entre 12 et 25 degrés. De temps en temps, je me suis permis une petite accélération, évidemment. J'ai parcouru cette semaine un peu moins de 500 km et je suis arrivé à une moyenne de 23 kWh au 100 avec cette semaine 70% des parcours sur autoroute et avec, durant une partie de la semaine, 2 trajets par jour de 50 km. Ce sont mes trajets domicile-travail du quotidien. Donc, selon mes conditions de circulation, autoroute à 70% cette semaine et avec des conditions météo plutôt favorables de cette semaine en termes de température, mais à contrario avec aussi la pénalité d'être sur des jantes de 22 pouces, eh bien je vais pouvoir parcourir aux alentours de 400 km réels sur une seule charge. Dans les prochaines semaines, je ferai un essai avec une version à 2 roues motrices, plus petite jante, pour mesurer la consommation réelle d'une version plus raisonnable, parce qu'il est bien évident que si vous recherchez l'efficience, l'autonomie, vous n'allez pas opter pour le pack performance et les jantes de 22 pouces, ce serait déraisonnable. 90 km de moins en norme WLTP, c'est énorme. Donc voilà, j'essaierai cette version à 2 roues motrices qui représentera certainement la majorité des ventes et j'espère en moyenne être du coup sous la barre des 20 kWh au 100 avec cette version à 2 roues motrices. Là, ce serait vraiment très très bien parce que cette version à 2 roues motrices, elle pèse quand même plus de 2,2 tonnes. Voilà, c'est comme ma Polestar 2 en fait. Donc elle est assez lourde. La Polestar 2 est normalement moins efficiente que celle-ci. En tout cas, l'exemplaire que j'ai moi, qui date de 2021, les choses ont évolué depuis. Donc voilà, j'espère être sous les 20 kWh au 100 avec la version à 2 roues motrices, ce qui me permettrait d'aller chercher les 500 km réels sur une seule charge avec 60-70% d'autoroute. Et là, ce serait pour moi vraiment très très bien. Me voici de retour à l'extérieur pour vous parler du prix de cette Polestar 4 en Belgique et en Suisse, pas encore en France, mais ça ne saurait tarder, nous dit-on. Alors en Belgique, pour vous offrir une Polestar 4, eh bien vous devrez débourser au minimum 63 500 €. Ce sera la version single motor long range, donc la version à un seul moteur, la version d'entrée de gamme. Si vous êtes intéressé par cette version dual motor et ces 2 moteurs, la bien nommée, eh bien dans ce cas-là, ce sera au minimum 71 500 €. En Suisse, les prix sont connus également.
Pour vous offrir la version d'entrée de gamme, ce sera 62 900 € et ce sera 70 900 € pour vous offrir cette version dual motor, le tout sans option évidemment. Alors à titre d'exemple, cette voiture d'essai, c'est une version dual motor long range. On ajoute évidemment le prix des options. Elles sont relativement nombreuses sur cette voiture d'essai, comme la plupart du temps sur les voitures d'essai, ce qui permet de tester tous les équipements. On a ici la peinture métallisée, Space, c'est le noir. Le magnésium, lui, sera de série. Notez-le, il n'y a pas de supplément pour la peinture de couleur magnésium. Ici donc, peinture en option. On a les packs Pilot Plus et Performance qui du coup viennent avec ces très belles jantes de 22 pouces qui ne sont pas un plus pour l'autonomie, c'est rien de le dire. On a également les vitres arrière surteintées sur cette voiture, total de la facture 91 100 €, 91 100 €. Vous aussi surfez sur le site internet de Polestar qui correspond à votre pays, configurez votre Polestar 4 idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel avec tous les avantages qui en découlent en termes de déductibilité, mais également en termes de facilité de gestion, puisque vous avez une mensualité qui est la même du premier au dernier mois et tout est inclus, la mise à disposition de la voiture évidemment, mais également les taxes, les entretiens, le remplacement des pneus par exemple, l'assurance également. Donc tout ça est inclus et du coup tous ces avantages, alors pas la déductibilité mais la facilité de gestion, le tout inclus, eh bien il s'applique aussi aux particuliers avec le private lease. Vous savez que du premier au dernier mois vous payerez exactement la même mensualité et il n'y aura pas de surprise, tout est inclus et à la fin du contrat vous ne vous souciez pas de combien vaudra la voiture, quelle sera sa valeur résiduelle, ce n'est pas vous qui prenez le risque, c'est la société de leasing, vous avez juste à remettre la clé et la voiture. Et c'est tout, vous ne prenez aucun risque. Alors bien sûr, les mensualités sont plus élevées qu'un remboursement de crédit, puisque tout est inclus, mais au moins c'est le même montant du début à la fin. Vous renseigner ne coûte rien. Rendez-vous donc sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays, demandez une offre et vous aussi peut-être laissez-vous tenter. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, rendez-vous sur Autoscout24. Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24, plus de 100 000 voitures vous attendent actuellement. Alors des voitures d'occasion bien sûr, mais également des voitures récentes et même des voitures neuves. Et bien sûr, parmi toutes ces voitures, des voitures électrifiées et même 100% électriques. L'offre d'ailleurs de véhicules 100% électriques en occasion ne cesse de grandir avec des prix toujours plus intéressants. Allez faire un tour, rentrez dans le formulaire vos critères. Plus ils sont précis, plus vous aurez une sélection précise de modèles qui correspondent à vos attentes et qui sont disponibles donc immédiatement. Autoscout24, c'est également un petit formulaire, un autre, pour faire reprendre votre véhicule actuel. Vous rentrez ses caractéristiques et vous allez pouvoir en retour recevoir une offre de reprise pour votre véhicule actuel. Et puis bien sûr, il y a le site internet, mais également l'application Autoscout24 qui est entièrement gratuite, que vous allez pouvoir télécharger sur votre smartphone et dans ce cas-là, avoir toutes les facilités de recherche de véhicules à portée de main en permanence dans le creux de votre main sur votre smartphone. Allez faire un tour également donc dans le store qui correspond à l'OS de votre appareil pour télécharger l'application Autoscout24. Je le répète, elle est entièrement gratuite. Si vous souhaitez effectuer une recherche ou peut-être faire reprendre votre voiture, eh bien surfez dès maintenant sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. En conclusion, nombreux sont sans doute comme moi les possesseurs de Polestar 2 qui scrutent avec attention l'arrivée de cette Polestar 4. Sur papier, elle dispose de pas mal d'atouts, elle est plus logeable, plus premium, plus technologique, elle dispose d'un bel agrément de conduite et en plus d'une autonomie qui reste confortable. Le style Polestar lui permet en plus de sortir du lot dans la jungle des nouveautés électriques, certainement avec son arrière complètement fermé qui ne plaira sans doute pas à tout le monde, mais qui a le mérite de faire parler de la voiture et ça c'est précieux. Le One Pedal Drive est très convaincant, tout comme l'ergonomie générale. Couper les bips par exemple est d'une simplicité exemplaire. Bref, on pourrait croire qu'elle a tout pour plaire, tout ou presque. Malheureusement, un maintien dans la voie de circulation pas assez précis en conduite assistée et une obligation d'activation du changement de voie assisté quand on active le Pilot Assist viennent un peu ternir le beau bilan général de cette voiture et c'est dommage. Si vous n'utilisez pas forcément ces assistances, aucune incidence pour vous. Si par contre, comme moi, vous utilisez régulièrement ces assistances, vous risquez d'être un peu contrarié.
comme je le suis finalement au terme de cette semaine au volant de cette voiture. Alors je ne manquerai pas de refaire un petit essai pour moi, mais que je partagerai avec vous dans les prochains jours. Essai d'une version plus raisonnable, une version que je pourrais décider d'acheter, une version single motor qui ne sera pas équipée du pack performance, histoire de préserver l'autonomie. Et puis après ce deuxième essai, eh bien je me déciderai à signer le bon de commande ou pas. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc, alors l'essai découverte, tout d'abord celui de la Microlino, ce sera dans les prochains jours. Et puis l'essai de la Mini Cooper en version E, finition John Cooper Works. Ce sera dans une semaine pour le grand essai, à peu près. Et puis dans quelques jours également pour le premier trajet. Vous êtes nombreux déjà d'ailleurs à avoir visionné le premier trajet de cette voiture. Vous êtes donc certainement nombreux à visionner son grand essai. Je vous en remercie. D'autres grands essais électrisants arrivent durant les prochaines semaines. Je prendrai bientôt le volant du Xpeng G9, ce grand SUV made in China, ce Xpeng G9 à la vitesse de recharge très très élevée. On vérifiera ça évidemment dans le grand essai électrisant. On ira ensuite chez Volkswagen avec une voiture qu'on connaît bien, c'est la Volkswagen ID.7, mais là j'essaierai la version Break, c'est-à-dire la version Tourer. Durant les prochaines semaines, d'autres essais également. Toujours chez Xpeng, eh bien j'essaierai le plus petit SUV, le G6, concurrent direct de la Tesla Model Y. Et puis chez Ford, un essai que vous attendez là aussi avec impatience, cousin technique de la série de Volkswagen basée sur la plateforme MEB, c'est le Ford Explorer. On ira chez Zeekr, une marque qui n'existe pas encore chez nous, mais qui arrive. Je prendrai le volant du très séduisant Zeekr X avant d'aller chez Kia. Deux nouveautés annoncées dans les prochaines semaines. D'abord le V6, version restylée, version améliorée avec cette signature visuelle à l'avant que je trouve vraiment canon. Et puis une nouveauté également, ce sera le petit SUV Kia EV3. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Je voudrais vous remercier encore de votre fidélité. Vous êtes en ce moment encore très nombreux à vous abonner à Charging Station et croyez-moi, avec l'équipe, on va tout mettre en œuvre pour vous proposer des essais toujours plus électrisants. Merci de votre fidélité et à bientôt.